bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle séance de séminaire qu'on a commencé déjà l'année dernière avec l'IFJD. Et on est vraiment ravis de vous avoir aujourd'hui pour un rendu. Alors j'espère que vous avez pu consulter le rapport qui était en ligne puisque je vous avais mis le lien. Ce rapport étant intitulé « Les procès des attentats de 2015-2016 en France, analyse ethnographique, comparative et mémorielle », donc co-dirigé par Denis Salas et Pascal Plat, avec, donc, je pense que vous allez l'expliquer un petit peu, mais un comité de chercheurs qui était assez nombreux. Et donc, je vais vous présenter Denis Salas, ancien magistrat, ancien juge pour enfants et essayiste. Vous avez enseigné à l'école de la magistrature et vous occupez un certain nombre de fonctions de recherche au sein de différents organismes liés au monde de la justice. Vous êtes également membre de comités de rédaction de différentes revues et vous êtes à la direction scientifique des cahiers de la justice. Et vous avez énormément publié. Alors, je vais passer l'un de vos derniers ouvrages qui s'appelle Le déni du viol, essai de justice narrative, paru en 2023. Et puis, depuis un certain nombre d'années, vous avez publié, par exemple, en 2010, Du procès pénal, La volonté de punir, essai sur le populisme pénal en 2005, Les 100 mots de la justice, qui est un que sais-je, me semble-t-il. Voilà, et le dernier en date, si je ne me trompe, qui est Le déni du viol. Et à vos côtés, donc, Christiane, alors j'ai un doute, est-ce qu'on dit Beignet ? Christiane Beignet, donc vous êtes ethnologue, anthropologue du droit, membre du Centre d'histoire et d'anthropologie du droit à l'Université Paris-Nanterre, et vous êtes aussi chercheuse associée au Centre d'anthropologie culturelle de Paris-Descartes, la Sorbonne. Donc on est vraiment ravis de vous êtes rédactrice en chef de la revue Droit et Conflits, et vous travaillez en particulier sur les procès criminels et plus précisément sur la construction de la vérité à l'audience dans le cadre donc, de l'oralité des débats. Et vous élaborez donc une réflexion anthropologique à partir de l'observation de ces audiences criminelles en France et en Europe. Et je vais passer également votre dernier ouvrage, La vérité côté court, une ethnologue aux assises. Et donc, on vous les conseille tous les deux vivement. Donc, je vous donne la parole. On aura ensuite un moment de discussion, de questions. Mais voilà, donc la parole est à vous. Merci infiniment d'être venu de nouveau pour nous présenter ce rapport qui est absolument passionnant et que je vous conseille vivement de lire. Merci Chloé. Merci Timothée aussi qui est là. J'ai une question préalable. Est-ce que vous êtes juriste ou pas? Personne n'est juriste. Pas trop ici, non. Bon, vous êtes, sciences sociales, sociologie ou autre, anthropologie? Histoire. Il y a de l'histoire aussi. Il y a de l'histoire. Histoire, sociologie, anthologie, philosophie. Bon, c'est bon à savoir parce que je trouve que la dernière fois j'ai fait un topo, j'ai trouvé un peu juridique. Donc je me suis dit, il faut que je repère le public. Et on a besoin aussi. Hein. Oui, on ne peut pas faire autrement qu'on parle de procès, donc ça paraît compliqué. Donc écoutez, ce que je vais faire, ce qu'on va faire plutôt, on va parler en trois temps. D'abord, je ne vais pas faire ce que j'avais fait la dernière fois, à savoir déjà une anticipation du rapport qu'on a publié et qui a été distribué. Mais comme depuis lors, on a le projet de publier une version anglaise de ce rapport, retravaillé avec Sharon Veil, avec Antoine Mégy, avec Christiane, on a quand même retravaillé d'autres problématiques qu'on va un peu esquisser de vous, parce que c'est des choses qui changent et qu'il me semble important de faire évoluer la réflexion. Donc je parlerai dans un premier temps de trois thématiques. Moi-même, liberté d'expression, image et justice restaurative. Mais avant, comme c'est important d'évoquer la méthodologie, Christiane va évoquer toute notre approche ethnographique, qui me semble important pour vous, peut-être plutôt sciences sociales, philo, sociaux, parce que c'est quand même, mais Timothée en est un exemple là aussi, c'est quand même une approche assez inédite en France,
qui n'a pas beaucoup de porte-parole ou de chercheurs, mais que nous avons résolument introduit pour étudier ces grands procès du terrorisme qui sont les nôtres et que nous continuons aujourd'hui dans d'autres contextes. Donc voilà, d'abord, je donne la parole à Christiane pour la méthodologie. Ensuite, j'expose mes 3 points. Et dans un dernier point, Christiane évoquera toute une expérience comparative de l'analyse qu'elle a faite du procès du terrorisme en Belgique, où elle est allée. Donc, deuxième approche ethnographique qui permettra de compléter nos premières réflexions. Donc, Christiane, c'est toi la parole pour la méthodo. Merci. Donc, comme vous êtes, apparemment, il n'y a pas d'ethnologue dans la salle. Plutôt, donc, Naline, oui, d'accord. C'est démasqué. Ouais. Très bien. Donc, ce que je voulais, on m'a demandé de parler de la méthodologie pour ce travail-ci, mais je voulais faire un petit, vous montrer comment je travaille en fait en tant qu'ethnologue depuis, comment j'ai travaillé depuis mes travaux de thèse et ce qui m'a conduit aussi donc à cette l'une des dernières recherches, celle-ci. Donc voilà, donc en tant qu'ethnologue, vous devez, tout le monde a en tête sans doute quand on travaille sur des sociétés exotiques, ce qui est le cas, mais depuis le milieu des années du XXe siècle, on peut travailler sur des groupes, enfin dans nos sociétés. D'ailleurs, Claude Lévi-Strauss le disait dans l'œuvre de Marcel Mauss. Il disait « Toute société différente de la nôtre est objet, donc ça, et tout groupe de notre propre société, autre que celui dont nous relevons, est objet ». Et en fait, donc, dès que vous pouvez étudier en tant qu'ethnologue un groupe de votre société à partir du moment où vous êtes complètement extérieur, c'est-à-dire que vous n'appartenez pas à ce groupe. Donc, ce qui a été mon cas pour la cour d'assises, puisque j'avais proposé à mon directeur de thèse de travailler sur la cour d'assises. Alors aussi, les critères que j'avais mis en avant, c'est que la cour d'assises, c'est le débat, c'est l'oralité des débats qui m'intéressait, alors que jusqu'ici, ce sont des sociologues, des historiens et des juristes qui s'étaient intéressés aux cours d'assises, mais ils s'étaient intéressés au niveau de la structure, de la formation du jugement des jurés. Et donc moi, ce que je proposais, c'était de travailler, ce qui n'avait jamais été fait jusque-là, sur vraiment l'oralité des débats. C'est pour ça que j'ai travaillé sur la construction de la vérité à l'audience. Et donc j'ai proposé ce thème parce que c'est à la fois donc un groupe que je connaissais pas et donc un objet aussi qui reposait donc sur la problématique reposait sur l'oralité, et aussi il n'y avait pas d'écrit, on n'avait pas d'écrit parce que tout se faisait à l'audience, et donc si vous voulez ça se rapprochait d'un travail vraiment d'ethnologue dans une société exotique à l'extérieur. Voilà. Et donc c'est cette démarche que j'ai réalisée depuis. Donc j'ai commencé dans les années 2000. Et donc, donc pour la méthode elle-même, si vous voulez, un ethnologue, il va dans son. Donc j'ai fait des observations. Au tout début, j'allais dans les cours d'assises, j'observais les procès, et très rapidement, j'ai vu un peu quand même les limites de ces observations. C'est qu'il fallait aussi que j'aille de l'autre côté, c'est-à-dire que je rencontre les magistrats, etc. Donc là, j'ai fait les démarches nécessaires. Donc là, si vous voulez, c'est la phase d'angoisse de l'ethnologue, parce qu'en fait, il choisit un terrain, mais il ne sait pas, comme il est extérieur à ce terrain, il ne sait pas comment il va être reçu. Finalement, il lui faut quand même un informateur, un interlocuteur. On appelle ça un informateur, après plusieurs selon les différents procès. Mais c'est toute la phase assez angoissante parce qu'une fois qu'on a un projet, si on est mal reçu ou si on nous dit non, vous ne nous intéressez pas, donc du coup on est obligé d'abandonner et puis éventuellement de trouver un autre terrain. Donc moi j'ai eu quand même un assez bon accueil de la part des magistrats lorsque j'ai présenté mon projet, parce que je suis arrivée aussi à un moment où donc dans le début des années 2000, où si j'avais fait cette recherche 10 ans plus tôt, je pense qu'on m'aurait claqué la porte au nez. Mais là, ce n'était pas le cas parce que c'était des magistrats qui avaient quand même
fait déjà l'école de la magistrature et qui s'intéressaient à un regard extérieur. Ils avaient fait déjà appel d'ailleurs à des psychologues, souvent plutôt des psychologues, des ethnologues non, parce qu'ils ne connaissaient pas. Mais en tout cas, j'ai eu quand même un accueil plutôt favorable pour venir, pour m'aider en tout cas à observer et à échanger avec eux. Donc, dans un premier temps, ce que je vous dis, donc, il faut se faire accepter. Une fois que vous avez passé le cap, donc, j'ai fait de l'observation participante, ce qu'on appelle observation participante. C'est donc Malinowski, dans les années 1920, déjà était le premier ethnologue à être vraiment parti. Et alors là, pour le coup, il était en Nouvelle-Guinée, donc il était dans des sociétés exotiques. Mais en tout cas, on a la même attitude, c'est-à-dire qu'on est dans un groupe, on prend des notes et on vit ce que vit le groupe finalement. Donc le plus souvent, on y va avec plein de... En tout cas, moi, ça a été mon cas, je crois que c'est le cas de beaucoup de chercheurs, on y va avec des hypothèses, des problématiques qu'on construit avant. Mais en fait, c'est vraiment le contact avec le terrain qui fait que les vraies problématiques émergent du terrain. Et ça, c'est vraiment une richesse ethnologique que vous n'avez peut-être pas en tant qu'historien. Enfin, en tout cas, les historiens, c'est à partir des archives qui travaillent. Il peut aussi y avoir des problématiques intéressantes qui surgissent. Mais là, en tout cas, pour l'ethnologue, c'est vraiment... Et donc, c'est au contact de ces audiences et l'observation de ces audiences que j'ai finalement vraiment construit et posé ma problématique de cette construction de la vérité. Je voulais savoir comment, finalement, au cours d'un procès, cette vérité émergeait. Et c'est ce que j'ai fait, ce que je publie donc dans cet ouvrage. Donc après, à part les notes, donc on a aussi des entretiens. On a aussi bien des entretiens formels. Donc, c'est-à-dire on prend rendez-vous avec les acteurs donc les magistrats, les avocats, les personnes, les parties civiles éventuellement, mais aussi vous avez toute cette phase d'entretien, on peut dire, d'échange en tout cas informel, dans la salle des pas perdus, devant la machine à café, où là aussi, après, dès qu'on peut, on note tout ce qu'on a pu échanger, parce que c'est un matériau aussi qui est très intéressant à utiliser par la suite. Donc, une fois ce matériau recueilli, il y a aussi un échange de ce matériau recueilli avec les professionnels pour voir si on ne fait pas fausse route, pour avoir des éléments complémentaires. Il y a aussi toute une organisation de ce matériau qui devient assez énorme quand on participe à différentes audiences, plusieurs audiences, ce qui était mon cas. Il y a aussi, après cette collecte, il faut ordonner. Donc c'est ce qu'on appelle, donc au début, là, le premier terme, c'est ethnographie. Donc là, c'est vraiment noter. Graphie, c'est du grec noter. Donc là, on note tout ce qu'on observe. Ensuite, l'ethnologie, c'est déjà un niveau supérieur, c'est-à-dire qu'on essaie de tirer des lois de ce qu'on a pu observer, ou en tout cas des ressemblances entre les différents terrains. Et l'anthropologie, qui est le dernier niveau, on réalise réellement un modèle, si on peut, de ce qu'on a observé, et de dire, voilà, la construction de la vérité, on peut dire à quel modèle ce que j'ai tenté de faire dans mon livre. Donc ça, c'était pour une présentation. Voilà. Donc ce que j'ai observé concrètement, moi j'ai travaillé sur les cours d'assises de droit commun, c'est-à-dire ce sont donc les juridictions criminelles, d'abord françaises, qui sont composées de jurés, aujourd'hui de 6 jurés en première instance et 9 en appel, accompagnés de 3 magistrats. Donc, si vous voulez, l'intérêt aussi pour moi d'aborder ce terrain, c'était que, comme c'est une juridiction qui est issue de la Révolution française, elle se fonde vraiment sur l'intime conviction des juges et des jurés. C'est-à-dire que vraiment la recherche de la vérité se fait uniquement à l'audience, à partir de ce que les jurés vont entendre, voir et percevoir. Donc, si vous voulez, moi, je me mettais dans la place, ma place, et c'est toujours celle-ci d'ailleurs en tant qu'ethnologue, c'est d'être sur les bancs dans la salle d'audience, et donc je percevais toute cette oralité. Et donc, si vous voulez, c'était là l'intérêt aussi de mon sujet. J'ai pu en faire un sujet ethnographique, parce que justement, c'était vraiment la recherche de la vérité à l'audience, c'est vraiment fait sur tout ce qu'on voit, donc sur la convocation des témoins, des experts, l'interrogatoire des accusés,
Et donc voilà, là c'était... donc j'ai pu travailler sur différents thèmes, sur les rituels judiciaires, sur les émotions. Je vous donne quelques pistes hein, pour vous donner une idée donc, de mes thèmes de recherche. Sur l'émergence des partis civils, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des partis civils aujourd'hui, mais c'est un peu récent, enfin c'est récent, disons que la cour d'assises date de 200 ans, puisqu'elle est issue de la Révolution française, mais les partis civils vraiment sont arrivés, Denis Salas l'écrit dans ses ouvrages, plutôt dans les années 80-90. Donc moi, vous voyez, j'ai commencé mes observations en 2000, donc elles étaient là très présentes, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc j'ai travaillé aussi sur la circulation de la parole, puisque ce qui m'intéressait, c'était de voir aussi comment s'organiser entre les acteurs. Il y a toute une au niveau de l'audience et du prétoire, donc cette circulation qui a un sens et qui produit une vérité qui ne serait pas la même si la circulation de la parole était différente. Et donc ce qui m'intéressait vraiment, c'était cette unité spatio-temporelle de l'audience pour percevoir la construction de la vérité. Donc ça, si vous voulez, c'est un peu le point de départ. Et j'ai poursuivi donc cette méthode. Après, j'ai fait différentes recherches en France, notamment l'une des dernières, ça a été sur les cours criminelles, parce que donc récemment, il y a une loi qui a modifié la composition de jugement, c'est-à-dire qu'on n'a plus à présent des jurés, mais uniquement des magistrats professionnels pour juger des faits lorsque les accusés encourent 20 années de prison. Donc là, si vous voulez, l'idée, c'était de voir au cours de ces audiences, où donc il s'adressait à des magistrats professionnels finalement, est-ce que l'oralité des débats était la même que celle que j'avais observée dans les cours d'assises classiques, enfin de droit commun, et donc où il y avait des jurés. Donc il y a aussi, j'ai travaillé aussi donc une comparaison, je vous disais, bon en Europe c'est plutôt que j'ai quand même travaillé en Belgique et en Suisse. Alors l'intérêt, c'est dans la perspective ethnographique, la comparaison fait quand même partie de cette perspective parce que ça permet de mettre en valeur ce qu'on a des pratiques judiciaires en France qu'on ne voit pas du premier coup d'œil, mais qui mettent, donc cette comparaison permet de mettre en valeur donc ces différences culturelles et pratiques judiciaires. Il faut savoir que la Belgique est un terrain intéressant parce que la Belgique a avait un même dénominateur commun qui est le code d'instruction criminelle, donc la base donc, était la même, et avec un juré populaire. Et en Suisse aussi, en tout cas pour une partie de la Suisse, qui était assez proche de la procédure française, c'était intéressant aussi de voir l'évolution, là je ne vous en parlerai pas, mais la façon dont elle fonctionnait. Et donc, je me suis toujours intéressée au droit commun, aux crimes de droit commun, c'est-à-dire aux meurtres, aux assassinats, aux affaires de mœurs, donc qui comprennent les incestes et les viols, les coups et blessures aussi qui entraînent la mort mais sans intention de la donner. Et à l'issue donc de toutes ces recherches, en 2015, et 2017, à peu près en 2017, c'est là où nous avons commencé à nous intéresser non plus aux cours d'assises de droit commun, mais aux cours d'assises spécialement composées. Ce qu'on appelle spécialement composées, c'est parce qu'elles sont composées non pas par un juré, mais uniquement de magistrats professionnels. D'ailleurs, ils sont 5 en première instance. Et donc, on s'est intéressé à ces cours d'assises à partir de 2016-2017 parce qu'arrivaient les premiers procès de terrorisme en lien avec le djihadisme, parce qu'il y a eu déjà, bien sûr, beaucoup d'affaires avant, mais en concernant vraiment les affaires, le terrorisme en lien avec le djihadisme. Pour vous donner une date, c'est 2012. La première affaire, c'est l'affaire Mera, enfin pour les faits en tout cas. Et donc, à la suite de cette affaire, il y a eu d'autres dossiers. Et donc, l'idée, c'était, on a créé à ce moment-là une équipe de recherche pour observer, donc, à partir de cette méthode ethnographique, pour suivre les procès
en première instance, donc devant les cours d'assises spécialement composées, de ces dossiers qui étaient donc en lien avec le terrorisme djihadiste. Donc c'est à partir de cette recherche de 2017-2019. Donc l'idée, c'était de voir en gros comment l'acte de juger, est-ce que finalement ces cours d'assises spécialement composées jugeaient de la même façon que les cours d'assises classiques. Et donc ça a été toute notre problématique. Et ensuite, à l'issue de cette recherche, c'est ensuite qu'une autre équipe de recherche a été mise en place pour étudier les procès dont on va vous parler à présent, c'est-à-dire ce qu'on appelle les grands procès, le procès Charlie, les attentats Charlie en janvier 2015, le procès du 13 novembre 2015 et le procès de Nice du 14 juillet 2016. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié... On prendra des questions à la fin. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. D'accord. Alors, je prends le relais. Oui, l'intérêt de l'approche ethnographique, c'est, si vous voulez, d'avoir un regard sur le champ et le hors-champ. C'est-à-dire regarder à la fois ce qui se passe dans la scène opérationnelle où les acteurs officient, et d'autre part, tout ce qui se passe en dehors, à la machine à café, dans les interludes, dans les conversations privées avec des avocats, dans les relations qui se nouent dans le box et en dehors du box, dans la gestuelle. Moi, j'étais frappé, par exemple, de la manière dont on menottait les accusés, dont on les démenottait, avec un rituel particulier que j'ai pu observer, mais parmi d'autres choses. Bref, il y a tout un pan, si vous voulez, du réel que vous ne voyez pas, que je dirais l'historien ne répercute pas dans ses archives, mais que l'ethnologue voit dans ses observations. C'est pour ça que dans la version du rapport, j'ai distingué, en m'inspirant de l'ethnologue Mark Galanter, les joueurs réguliers, les repeat players, les joueurs réguliers, c'est-à-dire les acteurs professionnels, et d'autre part, les one-shooters, les joueurs occasionnels, ceux qui sont là pour la première fois, ceux dont le métier est d'être là, en situation, c'est-à-dire les avocats, les magistrats d'un côté, et d'autre part, de l'autre côté, les accusés ou les témoins, qui sont dans un jeu tout à fait unique pour eux, et ils ont parfois du mal à se situer dans le cadre d'un rituel. Donc là, j'avais au fond une possibilité d'avoir une cartographie assez complète qui m'a permis d'ordonner un peu mon approche ethnographique du procès. Deuxième chose aussi, l'oralité est importante, comme l'a dit Christiane, parce que c'est pas ce que l'historien voit dans les écrits. J'avais une discussion l'autre jour avec des archivistes. Je leur disais, oui, c'est très bien vos archives, mais le procès, c'est pas une archive. C'est pas dans les écrits que se construit la décision. Christiane vient de vous le dire, c'est dans le jeu des acteurs, dans le jaillissement de la vérité à l'audience. Dans le procès rwandais, c'est la même chose, où se construit en quelque sorte entre les acteurs et à partir de ce qu'ils peuvent dire, les linéaments de ce qui va progressivement être une vérité judiciaire, notamment dans le contradictoire sur les témoins surgissent qui n'étaient pas prévus au programme, ou quand l'imagination surgit du côté de tel ou tel avocat, ou tel impondérable aussi, qui peut se produire. Donc voilà, l'oralité qui est décisionnelle se détache de l'archive, qui donne une impression de fixité, de réalité tangible, alors que la décision ne se formalise pas à partir seulement de ce critère. Alors moi, pour la version anglaise de cet ensemble, j'avais 3 points que je voulais évoquer. D'abord, parce que c'est un point qui intéresse le monde anglo-saxon, notre conception de la liberté d'expression. Et c'est le point d'appui pour moi, c'est vraiment le procès Charlie. Et d'une certaine manière, le procès Samuel Paty qui a lieu en ce moment à la Cour d'assises de Paris.
Donc je dirais quelques mots là-dessus. Ensuite, une particularité ensuite, c'est le rôle des images dans ces procès. Débat qui est rebondit aujourd'hui dans un autre contexte à Avignon avec le procès des viols de Mazan. Et puis troisième lieu, la dimension restaurative, c'est-à-dire la manière dont le procès est une cérémonie de reconstitution du lien social et pas seulement de jugement d'accusé, qui me semble être émergé, si vous voulez, de nos observations. Alors d'abord, la liberté d'expression. Alors c'est un point central, c'était un point central dans le procès de Charlie Hebdo, parce que c'est le seul procès où probablement un symbole de la République a été touché directement, le fondement civique et laïque de la démocratie. Ce n'était pas le cas pour le procès du Bataclan, ce n'était pas le cas non plus pour le procès de Nice, mais c'était vraiment au cœur du procès de Charlie, avec les deux slogans qui ont accompagné ce procès, « Je suis Charlie » ou « Je ne suis pas Charlie », et puis « Liberté d'expression » qui était lancée par les manifestations qui ont eu lieu par la suite. Alors, rappelons quand même pour vous que c'est une formule, une valeur qui est attachée à la Déclaration des droits de l'homme de 89, l'article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est vraiment axial dans notre conception, qui est propre à la conception française, puisque d'après mes travaux, le Bill of Rights anglais ne prévoit pas la mention aussi manifeste, aussi totale que la version française, notamment le freedom of speech. Donc la Cour européenne des droits de l'homme a renforcé cette hégémonie en parlant de la presse comme étant le chien de garde de la démocratie. La formule est dans les écrits de la CEDH. Alors, on a eu un moment extrêmement important dans notre histoire récente, qui est le jugement qui a porté sur les caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo. Et il y a eu un débat extrêmement important que je voudrais rappeler sur la légitimité de ces caricatures, qui était le point de départ de toute cette affaire. Et la mosquée de Paris a fait un procès à Charlie Hebdo pour considérer qu'il y avait une atteinte à la liberté religieuse, à la foi, en quelque sorte, islamique. Le débat s'est noué en sachant pas très bien comment la Cour allait se prononcer entre d'un côté l'atteinte à une religion alléguée par la mosquée de Paris et de l'autre côté la liberté d'expression défendue par Charlie Hebdo. Donc un débat important. Et le tiers de justice qui a été le tribunal, en l'occurrence, dans le papier, je cite intégralement d'ailleurs la décision. Parfois, il faut y aller, hein, il faut la citer. Et vous apercevez que la voie suivie par la jurisprudence, c'est de dire, au fond, il n'y a pas eu une volonté de la part de Charlie Hebdo d'attaquer frontalement la foi religieuse, mais de dénoncer les utilisations qui en sont faites par les extrémistes ou les djihadistes, qui était une manière de déplacer le curseur vers une autre manière d'aborder le sujet. Et d'autre part, la Cour rappelle que, ça c'est important aussi, qu'au fond, il y a aussi dans la tradition littéraire française, la tradition du genre satirique qui appartient à la littérature et de laquelle se réclame le journal satirique Charlie Hebdo. Et donc, il y a là un genre littéraire qui est utilisé, qui effectivement permet des outrances, mais dans un cadre littéraire formalisé. Donc, il y a là une protection délibérée de la liberté d'expression qui se manifeste
comme encourageant ou stimulant le débat démocratique. Vous avez là, pour les politistes parmi vous, des décisions qui, finalement, sortent de l'antagonisme, je dirais, entre les valeurs, pour mettre au premier plan la valeur de la démocratie comme étant le débat d'intérêt public. C'est une formule qui revient très souvent. Le débat d'intérêt public qui permet effectivement, qui est permis effectivement par ce genre d'expression libre d'un journal, tout simplement. Donc voilà, ne remettons pas en cause la liberté d'expression. Malka, Jérécham Malka, on a le droit d'emmerder Dieu, c'est une formule qu'il a utilisée à plusieurs reprises, mais c'est au fond de notre histoire, de notre démocratie, de critiquer depuis le XVIIIe siècle, depuis la Révolution française, depuis la liberté, la loi sur la presse de 1881. C'est au fond une manière de dire, au fond, il y a un esprit critique qui habite notre conception de la liberté d'expression, qui doit être préservé des intégrismes de toute nature. Donc on a là quelque chose de très fort, et ils nous ont dit merci quelque part, parce que c'est vrai que sans cette décision-là, qu'en aurait été-il de la liberté d'expression? Elle aurait pu être une décision défavorable, aurait été brandie comme un étendard pour tous les intégrismes, comme étant un recul de la conception française. D'autant que, je rappelle que nous avons l'affaire Dreyfus dans l'inconscient culturel française et les lois antisémites de Vichy, qui sont aussi dans notre arrière-plan culturel, qui pèsent assez lourd, puisqu'il y a eu dans les affaires du Bataclan aussi des communautés juives qui ont été touchées par ailleurs. Je rappelle que la communauté juive en France est la plus importante d'Europe, 450 000 personnes, et nous sommes aussi dans une communauté musulmane la plus importante en Europe occidentale, puisqu'il y a 5 millions de membres. Donc, histoire douloureuse de la décolonisation est aussi en arrière-plan de tout cela. Donc, vous voyez que dans un contexte épidermique, culturel, complexe, avec une histoire lourde nationale, il fallait absolument une décision de cette nature-là resitue l'espace public démocratique à sa place, comme étant capable de dialoguer avec toutes les religions, sans en exclure aucune, au nom des principes de laïcité. Donc on a là quelque chose d'essentiel, et ce débat est contemporain, puisque comme vous le savez, la LFI vient de demander la suppression du délit d'apologie du terrorisme, auquel pas mal de gens s'opposent. J'ai vu que le garde des Sceaux s'y oppose tout à l'heure, parce que LFI considère que ce délit qui a été adopté après, j'emprunte la bouteille, qui a été adopté après les attentats du 13 novembre, est utilisé contre des manifestations syndicales ou autres, en taxant ces manifestations d'une forme de délit d'atteinte, d'apologie du terrorisme, ce qui est une forme d'atteinte à la liberté d'expression, mais qui était justifiée à l'époque par le fait qu'effectivement, la haine, qu'elle soit en ligne ou en direct, pouvait inspirer les passages à l'acte les plus violents. Je rappelle qu'en plus, cette proposition de LFI arrive à un moment où on ne traite que de ça dans le procès Samuel Paty, dont on a suivi quelques séquences, puisque, comme vous savez peut-être, c'est un imam découronné depuis, qui a été à l'origine du meurtre de Samuel Paty, avec d'autres acteurs, mais il a été décisif il est jugé actuellement pour ce crime. Donc voilà, je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment pour proposer cette abolition, mais le débat est intéressant parce qu'il remet à nouveau au cœur de notre préoccupation la liberté d'expression, ses limites, ses contraintes et la nécessité de la protéger. L'apologie du terrorisme doit être effectivement une pratique extrêmement rigoureusement appliquée, et je pense qu'il faut effectivement condamner toute espèce d'utilisation marginale ou dangereuse
ou attentatoire aux libertés qui pourraient en être faites par nos parquets, surtout qui sont chargés de les protéger. Alors actuellement, effectivement, ce qui pose problème, c'est que deux députés de LFI ont été convoqués par la police pour avoir prononcé, je ne sais pas ce qu'ils ont dit exactement, mais le fait d'être convoqué ne veut pas dire d'être poursuivi ni jugé, et on peut être convoqué, on peut même faire l'objet d'un classement sans suite, mais on peut même faire appel d'un classement sans suite, donc c'est juste une convocation pour s'expliquer, parce qu'effectivement, il y a une plainte déposée par je ne sais qui, avec des éléments qui ont dû être rapportés, une convocation pour qu'on s'explique, mais celui qui est convoqué, qui peut être effectivement victime d'une dénonciation calomnieuse, peut aussi se retourner contre l'auteur de la dénonciation pour l'accuser. Donc, il ne manque pas de réplique non plus en termes strictement juridiques. Alors, bon, voilà, ça c'est très important parce que le débat sur cette liberté d'expression est absolument central pour, vous voyez, même aujourd'hui, pour la démocratie elle-même et sa protection. Et vous avez vu dans ce que je vous ai expliqué que la démocratie est défendue, en l'occurrence, par les tribunaux en la matière. Deuxième réflexion, les images, les vidéos, leur violence et le traitement de ces images par les procès. Alors, on avait beaucoup de chance dans le procès du Bataclan parce qu'on avait une salle immense de 50 mètres, on avait des écrans partout, on voyait les émotions, on en parlait Christiane tout à l'heure, en direct dans les témoignages. Et on avait aussi une proximité assez grande avec l'ensemble des acteurs et l'ensemble des journalistes. Alors, il faut bien voir que dans ces procès qu'on a appelés historiques, le ministère de la Justice a décidé de les filmer. Et cette volonté de les filmer les a en quelque sorte immédiatement inscrits dans l'histoire. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans ces procès, c'est l'importance de la pesanteur historique. Les références à la Seconde Guerre mondiale sont innombrables dans les témoignages, dans les écrits, dans les paroles. Un mot qui revient tout le temps, c'était une scène de guerre. Tout le temps, absolument tout le temps. Donc on était dans un terrorisme organisé comme une cellule opérationnelle de Daesh qui était programmée pour projeter des attentats en France d'une manière tout à fait organisée, avec des organigrammes, des circuits, des spécialisations, des logisticiens, des opérationnels, des directives. Et tout ça a été déployé dans la scène judiciaire avec des écrans. Et ça m'a vraiment fait penser au procès de Nuremberg, où on a eu exactement le même type de déploiement d'organigrammes, de circuits décisionnels et de réseaux de propagande. Donc, on était donc dans cette configuration scène de guerre, mais on n'était pas dans la guerre au terrorisme. On n'était pas dans le langage de la guerre. On était dans la représentation symbolique d'une violence guerrière nourrie par les tragédies singulières des uns et des autres qui étaient jugés soit comme auteurs, soit comme victimes. Donc, j'avais écrit que pendant la guerre, la mort de masse faisait oublier les tragédies singulières, mais lors des audiences, la mort ne cache plus les morts. Vous voyez ce que je veux dire? Les morts étaient là, devant nous, invoqués sans cesse par les témoins, par les endeuillés, par les victimes en général. Ils étaient tous singularisés, présents. Donc, il y avait là la violence des balles, l'odeur du sang. Et ces considérations, je dirais, ces sensations olfactives ou visuelles envahissaient complètement la perception des chercheurs ethnographiques que nous étions. Donc, d'autant plus que la plupart des témoins se considéraient comme survivants, comme rescapés,
Tout ça nous fait référence évidemment à Primo Levi, hein, les témoins intégraux. Et les endeuillés parlaient au nom de ceux qui ne sont plus là. Donc vous avez là, effectivement, des références lourdes à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et au judéocide, y compris à l'esclavage. N'oubliez pas que parmi les victimes du Bataclan, il y avait Clarissa Jean-Philippe, qui était une policière noire, guadeloupéenne, on a évoqué l'histoire de l'esclavage, de la négritude, à travers le crime dont elle a été victime, puisqu'elle a été présentée par son avocate comme une descendante d'esclaves venue en métropole pour servir la République. On retrouve le terme de la République et ses valeurs. Alors, ce qui est aussi très présent, omniprésent dans tous les témoignages, ça c'est pas nouveau, c'est la notion de stress post-traumatique. Vous savez que c'est une notion récente. Alors, je ne vais pas faire un cours sur les victimes parce qu'on n'en sortirait pas, mais simplement quand même, ce sont les guerres, la première, la Seconde Guerre mondiale, qui ont inventé la névrose traumatique d'abord et surtout le traumatisme, le stress post-traumatique ensuite, et qui ont ensuite été diagnostiqués dans d'autres scènes de guerre ou de conflit pour expliquer l'ampleur du désarroi, de la désorientation que subissaient les victimes témoignantes. Même, alors, ce qui a été assez nouveau dans ces procès, c'est que les héros de la guerre, les héros antiques, les policiers, les gendarmes, la garde républicaine qui était présente au Stade de France, ont témoigné d'un traumatisme. Le héros était devenu une victime. Une formule d'ailleurs qui a été utilisée, on est policier, mais on n'en est pas moins victime. Donc le statut de policier, le statut de garde républicain, le statut de policier de la BAC ne vous protège pas du traumatisme. Il est au contraire nécessaire pour eux de témoigner, malgré une hiérarchie qui pouvait les dissuader, du traumatisme qu'ils avaient subi. Donc on avait là une brisure dans la figure du héros et une émergence extrêmement forte de la notion de victime et de la notion de traumatisme. Du Bataclan, il y a eu 2234 parties civiles constituées et 400 témoignages formulés à la barre. Alors, tout ça pour dire que, évidemment, les images ont été déterminantes parce que chacun venait à la barre avec son lot d'images, c'est-à-dire très souvent pour les endeuillés, c'était leur mari, leur femme, leurs enfants qui étaient présentés sur des photos sur les grands écrans. Donc il y avait une ambiance de cérémonie en quelque sorte funéraire qui se manifestait parmi nous. Transformation complète du rituel judiciaire, hein, qui là devenait autre chose. Et puis vous avez aussi les victimes physiquement blessées. On se souvient le webmaître de Charlie Hebdo, Simon Fieschi, qui vient de décéder, était arrivé avec des béquilles, a jeté ses béquilles au sol. On était là, on l'a vu, pour témoigner debout à la barre. Avec un traumatisme tout à fait exprimé. Puis d'autres aussi, on pourrait en citer les uns et les autres. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Charlie Hebdo est dans un bunker. Vous savez, comme moi, peut-être, RIS ne se déplace pas sans plusieurs gardes du corps. Leur lieu de travail est totalement sécurisé, gardé, inconnu du grand public. Pour avoir RIS au téléphone, moi j'ai dû passer par son avocat Richard Malka. Enfin bon, ils sont extrêmement protégés, ils ne mènent plus de vie, littéralement. Donc ils sont vraiment, eux, alors là, pour le coup, si un jour on doit les panthéoniser, je pense qu'on aura des clients, si je peux dire. Donc ils sont vraiment très exposés. Enfin, tout ça pour dire, je m'éloigne un peu de mon propos, je vais raccourcir, tout ça pour dire que les images ont été déterminantes
et que la vision des images, alors pourquoi les images sont déterminantes d'un point de vue anthropologique? C'est que un procès, une cérémonie comme ça, c'est précisément pour nous détacher de la violence, pour métaboliser la violence. Je dirais même pour la mettre en langage. Le problème des images, c'est que ça vous replace in illo tempore, dans le temps initial de la violence, qui d'une certaine manière peut vous tétaniser, vous paralyser, vous empêcher une élaboration quelconque. Au procès des viols de Mazan, on a assisté à quelques séquences. Vous aviez en direct les exactions sexuelles de ces hommes et vous ne pouvez pas vous en détacher. Il était très difficile de s'en détacher pour élaborer une réflexion intellectuelle, une réflexion même juridique, pour entrer dans un raisonnement libre de toute émotion. Et là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, on a vu, alors moi, la scène la plus forte était le camion de Nice, que toi, tu as dû sortir. Hein. Moi, je me suis dévoué pour... Mais c'est très impressionnant. Et c'est vrai qu'il y avait un débat, tout montrer ou ne rien montrer. Tout montrer, c'est d'une violence extrême qui peut paralyser le jugement et qui peut se fixer dans la mémoire pour créer un biais cognitif nocif au raisonnement juridique par la suite. Mais ne rien montrer, c'est ignorer le crime. Peut-on ignorer le crime quand on le juge? Alors on navigue entre les deux. On navigue entre les deux. Le plus souvent, les présidents lancent une sorte d'adresse au public en disant il faut sortir maintenant parce que s'il y a des enfants dans la salle, il vaut mieux, etc. Donc ceux qui sortent peuvent sortir. Donc s'épargnent en quelque sorte le spectacle de la violence, mais ceux qui restent ne s'épargnent pas ce spectacle et peuvent en être par la suite quelque peu perturbés. C'était le cas de certains d'entre nous, hein, chercheurs parmi nous, ce qu'on appelle maintenant, on le sait, le traumatisme vicariant, donc ce traumatisme indirect qui peut effectivement frapper les observateurs ou les acteurs d'un procès où des scènes violentes se produisent. Vicariant comme vicariant. Donc voilà. Donc, alors les images sont donc maintenant projetées. Alors, il y a en France, et je vais peut-être terminer par là, parce que je vais laisser la parole quand même, je compléterai après ce restauratif. Il y a en France une défiance à l'égard des images, cette fois du procès lui-même, pas des images de la violence, mais du procès lui-même. Mais depuis la loi Badinter, on peut effectivement filmer les procès quand ils ont une dimension historique, ce qui était le cas pour cela. Mais les cahiers des charges qui sont utilisés sont extrêmement rigides. La caméra doit se fixer sur le juge lui-même, le preneur de parole, sans filmer, avec son des uns, des autres, la salle, le public, etc. Donc c'est des images très pauvres d'un point de vue scénographique. Mais néanmoins, elles existent et il y a là une divergence d'appréciation, une divergence de culture entre les pays de common law et les pays de civil law. Les pays de common law anglo-saxons, l'oralité, les images sont plus à l'aise. Nous, on est dans le secret, dans l'inquisitoire, dans l'écrit. Les images, c'est pas quelque chose qui nous est particulièrement familier. J'étais récemment, mais Jean-Pierre et Magali connaissent mieux que moi Bangui. J'étais récemment à la cour spéciale, pénale spéciale de Bangui. D'ailleurs, j'ai des photos, mais on peut pas les présenter, c'est pas grave. Vous avez dans toute cour criminelle internationale un filmage intégral des audiences et une retransmission en direct ou presque dans le public, à l'extérieur. À Bangui, il n'y a pas d'image, faute de moyens, mais une web radio qui rend la perception du procès visible dans tout le pays et avec une possibilité pour le public de se réapproprier en quelque sorte ce procès et d'en comprendre le sens. Nous, on en est très très loin.
puisqu'on avait une web radio, mais réservée uniquement pour les victimes. Le public ignorait. Et les salles d'audience étaient réservées aussi pour les victimes. Le public n'avait pas d'espace qui lui était réservé. Donc c'est une vision assez étroite qui me semble assez... Enfin, que nous, dans le rapport, on critique beaucoup. Mais on n'est pas prêt de bouger parce qu'ils ne sont pas prêts de bouger parce que la vision, si vous voulez, inquisitoire et procédurale est très respectée en France. Par exemple, les procès rwandais, que Timothée connaît mieux que moi, on ne peut pas, on avait fait une exposition avec les Archives nationales, on a eu interdiction de diffuser cette exposition, en tout cas les extraits des procès rwandais ont été interdits de diffusion, parce que les contentieux sont toujours en pleine activité. Donc on a coupé ces audiences-là, on n'a pas pu les montrer, alors qu'elles ont fait le tour de la France et même le tour d'une partie du monde. Mais bon, on a respecté les interdictions judiciaires. Donc tout ça pour vous dire que, et je termine par là, que l'image, il faut distinguer l'image de la violence dont il faut se préserver et construire un rapport à l'image violente, qui n'est pas simple, qu'on puisse dire, mais qui fait partie maintenant de notre défi, d'un défi majeur, au sens où je vous l'ai dit, hein, c'est-à-dire au sens anthropologique du terme, au sens où la violence peut détruire le raisonnement. Mais comment se protéger d'un risque de destruction du raisonnement par l'image violente, c'est un vrai défi. Alors qu'aujourd'hui, elle est très demandée par certaines parties civiles, même si les juges s'en préservent. Et la deuxième image, c'est l'image du procès globalement. Peut-on le diffuser en direct, en semi-direct? Faut-il ignorer cette diffusion au sens où elle peut porter atteinte à la vie privée ou à des enquêtes en cours, comme le pense le PNAT aujourd'hui? C'est une question. Alors je conclurai sur les justice restaurative et j'ai laissé le soin d'évoquer les points que vous voulez évoquer pour la dimension comparative. D'accord. Voilà, bon, sinon je complète. Donc là, je vais vous parler donc, de la partie comparée, dans la continuité de ce travail, de ce rapport. Il nous a semblé intéressant de faire une comparaison donc, entre le procès qu'on avait suivi en France du 13 novembre, qui concernait donc, comme on l'a dit, donc, des attentats perpétrés le 13 novembre en France, et du procès qui s'est déroulé en Belgique pour les attentats commis le 22 mars 2016. Alors pourquoi cette comparaison? Parce que c'est la même cellule qui était à l'origine de ces attentats. Je vous rappelle donc les faits du 22 mars 2016 en Belgique. C'est donc l'aéroport de Zaventem qui avait été et le métro de Malbec. Et donc on a décidé, nous étions deux, une sociologue avec qui j'ai fait ce terrain et puis quelques sites. Donc on a voulu suivre pour voir comment en Belgique, finalement, enfin dans la continuité de ce qu'on avait vu en France, comment les accusés qui étaient, donc pour vous situer, il y avait en Belgique, sur les 7 accusés dans le box, 5 avaient été déjà jugés en France. Donc c'était les mêmes, finalement on a suivi les mêmes accusés qu'on avait vus donc, en France, qu'on a retrouvés en Belgique. Il y avait au total 9 accusés en Belgique, donc 2 comparaissaient libres, et 7, donc les 7 dans le box, et les 5 qu'on connaissait déjà, qui avaient été déjà condamnés en France. Donc l'idée, c'était de voir comment, en Belgique, c'était des faits assez similaires. Il faut donc préciser quand même, pour cette comparaison, il y a quand même une grande différence entre la France et la Belgique. C'est qu'en Belgique, ce sont des jurés qui votent vraiment sur la culpabilité. Donc ça se fait en 2 temps, culpabilité et peine, mais c'est vraiment que des jurés et non pas des magistrats professionnels. Les magistrats professionnels n'interviennent pas
ils assistent au délibéré, mais simplement pour éclairer sur des points de droit. Mais ce sont vraiment les jurés qui ont cette responsabilité sur la culpabilité. Ils sont les seuls, les 12 jurés, à voter. Voilà. Donc tout ça, c'est quand même un point important, parce que après, je vous parlais de l'oralité des débats en Belgique. Évidemment, cette oralité, elle se tourne complètement vers les jurés. Elle s'adresse totalement aux jurés. Voilà, donc quelques points de comparaison. En France, donc, on a construit une salle dans l'ancien palais de justice pour ce procès, alors qu'en Belgique, on a récupéré en fait les locaux de l'OTAN qui étaient très excentrés, qui n'étaient pas dans le centre de Bruxelles. Mais bon, en tout cas, la sécurité, donc c'était plus compliqué d'y accéder, mais la sécurité était du même niveau évidemment qu'en France. Et les Belges étaient très proches des Français, parce que d'abord le procès français avait eu lieu avant. Et il y avait donc les mêmes problématiques, c'est-à-dire comment recevoir autant de parties civiles. Alors pour la France, je vous rappelle qu'il y avait environ 2000 parties civiles, en Belgique 800. Donc c'était la première fois, c'était vraiment des procès de grande ampleur qui devaient accueillir beaucoup de parties civiles et du public aussi, mais surtout, voilà, et une grande sécurité pour les accusés. Donc, il y a eu une observation du procès français de très près par les Belges, notamment, donc, il y a eu quelques couacs au départ concernant les box des accusés qui ont dû être détruits, qui ont été détruits à la demande de la défense, parce qu'en Belgique, ils avaient été conçus de manière, c'était des petites cabines où ils avaient du mal à communiquer avec leurs accusés. Donc, ils ont demandé, avant même le début du procès, de détruire ces box et de les refaire à l'image des box identiques aux box français, qui étaient un carré protégé, mais en tout cas ouvert, et donc on pouvait converser avec les accusés. Les accusés pouvaient converser avec leurs avocats. Donc il y a eu aussi, ils ont copié aussi la web radio, qui était une invention française, mais donc qui a été proposée aussi pour les victimes, les parties civiles belges, et en plusieurs langues, puisqu'il y avait le néerlandais, l'anglais et le français. Et aussi dans la salle d'audience, il y a eu aussi donc une assistance psychologique qu'on avait déjà en France pour les parties civiles, mais qui a été renforcée, qui était la même en Belgique, mais on a ajouté des chiens, la présence de chiens, qui étaient à la fois pour apaiser les parties civiles lors des débats, et aussi pour les accompagner au cours de leur témoignage. Pardon, des labradors, ouais, qui appartenaient à la police fédérale. Amortir l'émotion. Et oui, pour amortir l'émotion, puisque il est connu que les chiens absorbent les émotions. Et d'ailleurs, je crois qu'ils faisaient que quelques heures et après ils étaient renouvelés parce qu'ils étaient épuisés. Les chiens étaient épuisés par les émotions, la réception des émotions. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Je ne peux pas vous parler de tout en Belgique. Alors pour comparer avec la France, je vais juste évoquer les images, puisque ça a été évoqué pour la France, et ensuite la justice restaurative. Voilà, je crois que ce sont 2 points. Puis après, si vous avez des questions... Je compléterai sur le restauratif. D'accord. Alors, concernant les images, on vous a présenté la France. Donc en Belgique, c'est intéressant parce que c'est quand même assez différent. D'une part, on n'a pas eu, malheureusement, il n'y a pas eu de un filmage pour les archives. Donc, c'est-à-dire que le procès était filmé, parce qu'il y avait plusieurs salles, donc en retransmission, mais il n'y a pas eu de film pour les déposer dans les archives orales. Ce qui fait que le procès en Belgique, eh bien, on n'aura aucune à l'inverse de la France. En revanche, les images qui étaient projetées, elles, durant les débats, alors il n'y a pas eu du tout de question à savoir si les images étaient trop violentes ou pas, etc. Alors il n'y a pas eu du tout ce débat qu'on a eu en France, parce que, alors pour plusieurs raisons. D'une part, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le jury seul qui se prononce sur la culpabilité. Donc on estime que le jury doit avoir en sa possession toute la documentation
filmée, sonore, écrite. Donc, tout est présenté sans se demander si c'est trop violent ou pas. Et notamment, donc, la vidéo la plus violente à laquelle j'ai pu assister, c'était celle du parcours d'un kamikaze. Donc ça a été récupéré, ce sont des images qui ont été récupérées par la STIP, qui est la société du métro en Belgique. Donc vous voyez, le garçon, son nom c'était... Donc vous le voyez rentrer avec son sac à dos dans le métro, et vous faites avec lui pendant 20 minutes tout le parcours. Et c'est d'une violence assez insoutenable, même si on ne voit aucun acte violent, mais on sait qu'au bout, ça va exploser, quoi. Voilà. Et alors, entre-temps, on voit des gens sortir, rentrer. Donc, lorsqu'ils sortent, on se dit, tant mieux. Quand ils rentrent, on se dit, ça va, c'est dommage. Enfin bref. Et donc là, on va jusqu'au bout et jusqu'à l'explosion. Et là, après, c'est le noir. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est pas une image intrinsèquement violente. Non, pas du tout. Ouais. Mais c'est la perception qu'on a, parce qu'on connaît la fin de l'histoire, qu'elle est extrêmement violente. Ouais. Et c'est celle qui t'a le plus frappé. Ah oui, c'était une image pour moi qui est, je pense, pour tous ceux, et qui est très violente, puisqu'on connaît l'issue et on sait, et c'est vraiment, c'est pas un montage, c'est vraiment la réalité, c'est vraiment l'image réelle jusqu'au bout, jusqu'à l'attentat. Et donc là, on ne s'est pas posé la question de savoir si on devait le projeter ou pas. On projette tout ce qui... C'était vraiment... Pas de prudence. Non, parce que ça participe de la manifestation de la vérité pour les jurés. Donc, il n'y a pas de question de savoir si... on y va. Voilà. Donc là, je vous ai décrit cette scène parce que c'était la plus dure. Mais il y a aussi toutes les reconstitutions qu'on a réussi à faire, qu'ils ont réussi à faire, parce qu'il faut dire qu'il y a un travail de présentation d'enquête qui était nettement supérieur à ce qu'on a eu en France, alors que c'était à peu près, c'est les mêmes enquêteurs, parce qu'en France, finalement, c'est à peu près 80%, c'est les enquêteurs belges qui ont fait le procès, qui ont instruit le procès français, mais ils n'ont pas voulu se déplacer en France parce qu'ils ont voulu d'une certaine manière, je pense, réserver leur témoignage pour la Belgique d'une part, et d'autre part, il y a aussi une question en France, on témoigne de la manière suivante, c'est-à-dire que l'enquêteur est debout face à la barre. Bon, ils sont souvent cachés, enfin en visio et anonymisés, mais ils sont seuls. Alors qu'en Belgique, c'est tout à fait différent. C'est le juge d'instruction qui prend la parole dans le centre de l'audience et qui donne la parole au fur et à mesure à tous les enquêteurs. Et tout le monde participe de cette instruction. Et si vous voulez, c'est un travail vraiment collectif. Alors qu'en France, ils ont vu vraiment une déposition individuelle où après les questions, pour eux, c'est pas... je pense que c'était assez compliqué. D'ailleurs, ils ont été mis à mal. Mais précisément parce que les avocats français posaient des questions, mais ils n'étaient pas à même d'y répondre, parce que c'était peut-être le collègue qui pouvait répondre, mais il n'était pas là. Enfin voilà. Donc cette différence dans la circulation de la parole et dans l'organisation des débats a fait qu'on avait quand même une enquête beaucoup plus pauvre, enfin qui était riche en France, mais qui était moins intéressante, plus ennuyeuse. Si vous voulez, quand on a assisté, c'était parce qu'ils lisaient des textes finalement. Alors qu'en Belgique, on a assisté, dès le début, d'ailleurs, on avait peur de la défection des jurés. Et il y en a eu 2 au départ qui ont présenté des certificats, mais dès que les débats ont commencé, comme nous, ils ont été pris dans l'histoire, dans cette présentation de l'enquête, et donc qui est très travaillé en amont. Donc ça, j'en ai parlé avec et puis la police fédérale qui travaille. Donc tout est sur l'image pour attirer l'attention et pour maintenir l'attention des jurés. Donc que ce soit des reconstitutions, ce qu'on présente. Vous n'avez rien finalement en Belgique que vous exposiez sans un support visuel. Soit uniquement des photos ou un film ou des reconstitutions. Voilà. Donc en termes d'image, on peut dire que c'est quand même c'était très différent de la France.
Et pour terminer sur la justice restaurative, donc ça c'est un point qu'on avait vu déjà émerger en France. Parce que si vous voulez, donc comme je vous disais tout à l'heure, comme il y avait ces 5 accusés qui étaient déjà dans le procès français, qui avaient pris déjà des peines assez conséquentes, donc si vous voulez, c'était pas l'enjeu pénal ce procès belge finalement, parce que bon, ils savaient qu'ils avaient des peines déjà importantes, donc ça se jouait ailleurs. Et nous, ce qu'on a perçu, c'est qu'on a trouvé qu'il y avait une évolution même de ces accusés qu'on avait déjà vus en France. On a trouvé qu'il y avait une certaine maturité dans leur façon, dans leur interrogatoire, une mise à distance peut-être pour certains de leurs faits et déjà leur détention. Voilà, il y avait un travail qui avait été réalisé. Et donc cette justice restaurative qu'on avait vue déjà un petit peu donc, en place, on avait vu en France, alors sous quelle forme? C'était déjà d'une part la succession, si vous voulez, de ces... il faut rappeler que les témoignages des parties civiles, donc en France, il y en a eu à peu près pour 1 mois, je crois. Donc 1 mois, les accusés ont vu défiler devant eux des témoignages qui les a sensibilisés, parce que finalement, bon, ils ont mis des visages sur cette foule anonyme qu'ils ont frappée. Et donc là, pour certains, je vais vous lire juste cette citation, enfin ce qu'avait dit un des accusés. Alors là, on est à Paris, hein, Sofiane Ayari, qui ne voulait absolument pas se parler. Il avait dit au début du procès, je dirais rien, ça sert à rien, etc. Et donc, à l'issue des parties civiles, il dit la chose suivante: je ne voulais pas prendre la parole, je me disais que ça ne servait à rien, et j'ai changé d'avis. Il y a les 5 semaines de témoignages des parties civiles, et la question de cette mère qui a perdu sa fille, déjà elle ressemblait à ma mère. Elle a dit à propos des accusés, donc, quand ils avaient 2 ans, j'aurais pu prendre ces petits dans mes bras. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont devenus comme ça? Alors, la moindre des choses, dit cet accusé, c'est de répondre à cette question. J'ai pensé que je lui devais au moins ça. Et c'est à l'issue donc de cette... donc après, il a parlé, c'est un accusé qu'on a retrouvé, qui était d'ailleurs en Belgique. Donc il y a eu aussi comment vous dire, pour les accusés libres, toujours à Paris, les accusés libres, ce sont les parties civiles les ont approchés et on peut dire qu'ils venaient, donc ils ont été visités ensemble. Il y a eu des échanges entre eux, des demandes oui, des échanges, savoir pourquoi ils avaient fait ça. Enfin, ils étaient moins impliqués, bien sûr, mais ils se sont rendus ensemble au Bataclan et ils se donnaient rendez-vous ensemble pour venir tous les jours à l'audience. Il faut dire que ces procès, on a oublié de vous préciser, ont duré sur une longue période de 10 mois, à la fois en France et en Belgique. C'est important cette temporalité parce qu'évidemment c'est ce qui a permis de tisser des liens, par exemple entre les accusés libres, les parties civiles, et aussi donc il y a eu toute cette période de déposition des parties civiles qui ont sensibilisé les accusés, mais il y a aussi des parties civiles qui ont voulu s'adresser aux accusés directement au cours des suspensions d'audience. Donc ça, c'était à Paris, on a vu, mais c'était encore plus présent peut-être en Belgique, où il y a eu vraiment un échange entre... alors, ça passe toujours par la cour. Par exemple, là, ce témoignage d'une partie civile d'une victime donc à Bruxelles, qui s'adressait, tout en parlant à la cour, s'adressait aux accusés en leur disant aujourd'hui, donc c'est un ex-basketteur de haut niveau, hein, c'est un professionnel, il a perdu l'utilisation de ses jambes, etc. Enfin, il a eu 2 jambes déchiquetées à l'aéroport de Zaventem. Il a subi des dizaines d'opérations, mais il a quand même réussi à faire enfin, et donc, il dit voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de vous pardonner en s'adressant aux accusés. En vous pardonnant, je me détache de ces atrocités dont vous êtes accusés. J'ai choisi de laisser plus de place à l'amour et je me détache de la haine. Alors, je ne veux pas dire que toutes les parties civiles étaient dans ce registre-là, en Belgique comme en France, mais quand même, on peut dire que c'est quand même la majorité. Et il y avait une association qui s'appelle Retissons des liens en Belgique qui avait déjà travaillé ce rapprochement entre les familles
les familles des victimes et les accusés. Et il y a eu une demande aussi au cours de l'audience en Belgique. Les parties civiles ont demandé aux accusés si elles pouvaient les rencontrer au cours de parloir, ce qu'elles ont la plupart accepté. Et donc, et après, je sais qu'après les procès, il y a eu notamment le père d'une au Bataclan qui s'est rendu en Belgique pour rencontrer ses accusés. Donc, si vous voulez, ce qu'on a vu en Belgique en termes de justice restaurative, c'est-à-dire ça avait pris ancrage en France, et il y a une sorte d'évolution, de continuité, et peut-être on peut espérer aujourd'hui qu'il y a une concrétisation de ce rapprochement entre parties civiles et accusés. Et ça, ce sont vraiment des choses qu'on peut voir uniquement si on est à l'audience et percevoir, et si vous voulez, l'image de ces monstres qu'on avait nous-mêmes avant l'audience, que ce soit au Bataclan et avant les procès de Paris et de Belgique. C'est vraiment la déconstruction de ces images. Il faut vraiment participer à l'audience pour avoir cette. Voilà. Oui, donc je conclus le propos. 3 remarques sur ce que vient de dire Christiane. La première, la coprésence au procès humanise les monstres, les ennemis de la guerre au terrorisme, par précisément la proximité victime-auteur. Deuxième remarque très importante sur le mal. Le mal commis, c'est l'affaire d'un instant. Une balle. Le mal subi, c'est une vie entière qui est endommagée. À plusieurs reprises, s'exprimer lors de ces audiences. Et troisième remarque, plus profonde, plus philosophique, j'ai l'impression en t'écoutant qu'il y a 2 forces en présence dans ces audiences. Une première force, si on prend l'aspect anthropologique, une première force à l'œuvre, qui est ce que j'ai appelé tout à l'heure la cérémonie de reconstitution des liens. Et la deuxième force à l'œuvre, c'est la fonction sacrificielle que décrit René Girard, c'est-à-dire désigner un bouc émissaire. Et j'ai vraiment le sentiment que dans ce que nous avons appelé la présence d'une forme de justice restaurative dans ces audiences, ces 2 forces étaient en conflit l'une avec l'autre. C'est-à-dire que nous avions un schéma sacrificiel tel que le décrit René Girard, je n'ai pas le temps de le reprendre, mais pour résumer, bouc émissaire sert à apaiser en transportant sur un individu la colère de la société, pour purger la société de la violence qu'elle vit en quelque sorte, en l'évacuant à travers le bouc émissaire. Eh bien, c'était eux qui devaient emporter la violence du mal avec leur condamnation, qui a été très lourde, parce que l'un d'entre eux a été frappé d'une perpétuité incompressible. De l'autre côté, ce que nous, on a observé, pas seulement au procès du Bataclan, dans les autres aussi, la présence sous-jacente d'une volonté de renouer des liens, malgré la structure pénale qui cloisonne complètement d'un côté les victimes, de l'autre côté les bourreaux, dans une répartition des rôles antagoniques. Alors, ce schéma séparatiste, ce schéma antagoniste, même physiquement, les accusés sont dans des boxes vitrées, sécurisées, même s'ils ont été relookés en Belgique, menottés, démenottés, remenottés, surveillés par des gardiens cagoulés, etc., etc. Hein, fouillés, la fouille, n'en parlons pas, à l'isolement,
vraiment étiquetés comme des individus dangereux, à l'isolement, c'est-à-dire un isolement complet pendant 4 ans pour certains d'entre eux, ils vont devenir fous, je ne sais pas comment ils ont fait pour tenir. Bref, des individus étiquetés comme dangereux d'un bout à l'autre de la procédure. Et justement, l'audience qui vient mettre en présence des victimes, des parties civiles, endeuillées ou victimes directes, avec ces individus. La plupart étaient détenus, mais d'autres étaient libres, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc voilà, ce que nous, on a observé, c'est qu'effectivement, malgré la puissance sacrificielle du bouc émissaire qui était présente dans la structure même du pénal, la réémergence d'une autre force qui est cette force, en quelque sorte, du lien humain, interhumain, qu'on a voulu recréer. Alors, on l'a vu, nous, à plusieurs reprises se manifester. D'abord, il y a eu le témoignage du père d'une victime décédée au Bataclan, Georges Saline, qui a écrit plusieurs articles après un livre, qui a fait une demande à l'audience d'entrer en dialogue avec certains accusés, pas tous, avec certains accusés. Je sais qu'aujourd'hui, il les voit en détention. Donc, il a cheminé depuis lors. Moi, j'ai fait une émission avec lui, dans mon émission Amicus Radio, sur le livre de Colin McCann, American Mother, c'est l'histoire de la mère de James Foley, oui, qui a été exécuté par Daesh dans le désert. Elle a voulu, si vous voulez, après la mort de son fils, pouvoir parler avec Djihadi John, qui a exécuté, décapité son propre fils dans le désert. Pas Djihadi John, Djihadi, je ne sais pas comment il s'appelait, enfin son collaborateur direct, si je peux dire, qui était incarcéré dans une prison américaine. Ce qu'elle a réussi à faire, et elle relate dans American Mother son expérience de rencontre restaurative, si on peut dire, avec cet individu. Donc, Georges Saline s'est beaucoup inspiré de cet exemple dans les dialogues qu'il a actuellement avec au moins 2 accusés du Bataclan, qui étaient aussi des accusés de Belgique, dans le volet belge de l'attentat, qui se poursuit. Donc on a eu ces moments-là. On a eu aussi des moments de refus de ce genre de dialogue de la part d'autres parties civiles. On a eu aussi des échanges informels, fréquents, entre certaines parties civiles et certains accusés dans les interludes, dans les suspensions d'audience, qui ont pu effectivement se faire. On a eu certains médias qui ont pris des initiatives. Mediapart a, par exemple, organisé une rencontre après le procès de Saint-Étienne du Rouvray entre la fille d'une des victimes et la mère d'un des accusés, décédé à l'époque, dans les locaux de Mediapart, devant beaucoup de monde. Mais elles étaient déjà rentrées en contact à l'audience, enfin, dans les suspensions d'audience. Et cette femme a dit « J'ai voulu aller aux sources de la violence ». Rencontrer les causes qui expliqueraient comment ce jeune homme a pu cheminer vers cet extrémisme violent, et seule sa mère pouvait me donner les clés. Elle a expliqué un certain nombre de choses. Évidemment, ça a été un moment très fort, et puis des journalistes nous ont raconté aussi comment ces rencontres ont pu avoir lieu. Donc on a là alors le problème, c'est que dans les modèles de justice transitionnelle que nos amis connaissent, les moments, je dirais, victimaires et les moments auteurs sont articulés l'un à l'autre par des amnisties conditionnelles en fonction des aveux qui peuvent être prononcés. Nous, non. On a la volonté de punir, d'une part, et d'autre part, réparation des victimes.
mais il n'y a pas d'articulation entre les deux. Le moment pénal et le moment victimaire sont rigoureusement séparés dans le procès pénal. Donc ce n'est que dans des rencontres extrajudiciaires que peut se manifester la justice restaurative, comme on vous l'a un peu indiqué tout à l'heure. Donc c'est quelque chose qui nous a beaucoup fait réfléchir. Et c'est vrai que dans cette dimension restaurative qui a émergé malgré tout par des rencontres inattendues, imprévues entre victimes et auteurs, on a vu effectivement la puissance de ce modèle restauratif qui pouvait se manifester malgré des obstacles qu'on pouvait penser infranchissables, que le monde sécuritaire qui est le nôtre aujourd'hui pouvait dresser les uns contre les autres. Voilà une leçon anthropologique forte au bout du compte qui nous a paru important. Là où le schéma pénal fait triompher le sacrificiel, eh bien le schéma anthropologique du lien se maintient et veut se manifester envers et contre tout, malgré des divisions, des tensions, des objections, des contradictions extrêmement violentes. Voilà, donc la phrase de Desmond Tutu qu'on met dans le rapport qu'avons-nous fait de nos anciens ennemis? Eh bien, nos anciens ennemis sont restés nos ennemis, ils ont été punis sévèrement, mais malgré tout, ils ont pu entamer un dialogue avec ceux qui, parmi les parties civiles, ne voulaient pas avoir en eux des ennemis, justement. Et des humains comme nous, qui ont eu un destin différent, mais qui ne sont pas pour autant sortis d'humanité. C'est cette attestation-là que, précisément, ces rencontres signifient. Donc voilà, la confirmation de cette analyse, c'est qu'en Belgique, ce processus s'est prolongé et s'est perpétué. Et les Belges sont allés beaucoup plus loin que nous dans ce domaine-là, par le secteur associatif que tu signalais tout à l'heure. Donc voilà, quand même, là, vous voyez que là, on a, alors, pour aller plus loin, je sais que Sandrine Lefranc vient de faire un grand travail avec les Belges sur la justice restaurative. Vous pourrez peut-être vous y plonger. Le rapport est publié sur le site de l'IRDJ. Mais voilà comment, en tout cas, nous, on a perçu la question, alors que Sandrine, elle, a fait un travail sur les expériences de justice restaurative en Belgique. Nous, on est plutôt dans la tension des modèles. On est vraiment dans les forces antagoniques qui s'affrontent dans les observations qu'on a pu faire, qui nous semblait là être un des enseignements majeurs de ce travail. Voilà, on termine. Il nous reste un peu de temps pour la discussion. Merci. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Peut-être pour lancer la discussion, j'ai vraiment une question assez basique sur la façon dont combien étiez-vous et comment avez-vous travaillé, comment vous êtes-vous répartis un peu les observations, les tâches. Et tout le monde n'est pas anthropologue ou ethnologue. Est-ce que vous avez eu des consignes ou peut-être des formations un peu particulières ou des formations en droit pour les... En fait, ce qui nous rapproche depuis la première recherche qu'on avait réalisée, le dénominateur commun, c'est le terrain. En fait, moi aussi, auparavant aussi, j'avais travaillé avec des sociologues. Les sociologues, dès lors qu'on fait du terrain et le même terrain, bon, donc déjà c'est là. Après, c'est vrai qu'on avait tous des approches différentes. On était 4 au début. Au départ, on était 4, mais on s'est bien... Un politiste, 2 juristes et une anthropologue. Mais ça fait un travail énorme quand même. On s'est bien entendu, mais il faut que la mayonnaise, que l'entente soit nouée. Après, pour le deuxième rapport, on était plus nombreux. Ça a moins bien marché. Ça a moins bien marché, enfin ça a moins bien différemment. C'est-à-dire que comme il était déjà beaucoup plus, on abordait des pistes beaucoup plus différentes, enfin plus nombreuses. Donc par exemple, moi je me suis contentée de la partie comparée. Donc je suis pas intervenue. Voilà, j'ai écrit là-dessus, et après les autres ont écrit, chacun avait sa partie. C'était un peu plus... Quand on est moins nombreux, dans une équipe de recherche, on arrive plus à travailler, c'est là dans la continuité, donc on écrit cet ouvrage, enfin à partir on travaille plus en symbiose. Alors que si on est plus nombreux, on va dire, toi tu écris là-dessus, chacun écrit... Quand on est nombreux, on est obligé de cloisonner. Là, notamment, il y avait une autre équipe. Il y avait nous, on était déjà nombreux.
il y avait une autre équipe de recherche qui travaillait que sur les victimes, Mais sur un autre rapport. sur un autre rapport. Donc on ne pouvait pas trop empiéter sur leur travail. Donc on s'est concentré sur les auteurs, mais on parlait quand même aussi des victimes. Ouais, La ouais, preuve, on était là-dedans. Donc c'était compliqué. Les Anglais disent too many hands, trop de mains, Ouais, trop d'acteurs. Donc c'est vrai qu'on était, alors, donc il fallait vraiment se cloisonner. Donc Christiane était sur la Belgique, la comparaison. avec Anne Vivkens. Ouais, Bon, voilà. voilà. Donc c'était. Après, il y avait une partie quand même sur les archives, enfin, d'enregistrement qui était nouveau. Hein. Il y avait une personne qui était vraiment conservatrice aux archives nationales. Donc c'est elle qui a fait vraiment que cette partie parce que c'était un peu la spécialiste. Il y avait un très gros travail, Louis, tu as raison, de supervision du filmage des audiences. Ça, on avait quelqu'un dans l'équipe qui était dédié à ça, voilà, nous, on était pas compétents pour le faire. avec elle-même des assistants, parce qu'il fallait être là tout le temps, parce qu'ils ont en fait enregistré les images en les indexant dans des notes. Donc il fallait à la fois contextualiser la séquence, l'indexer, la mettre en mémoire. C'est un très gros boulot. Ouais. Donc tout le procès filme. Seulement, on ne peut pas y accéder. Oui. Dans la magie de notre. Alors, on ne peut pas y accéder, sauf si on est Non, mais actuellement, personne a. Pour le 13, pour les procès. Pour le 13 et même Charlie, ce sont des procès passionnants pour des chercheurs. Au Rwanda, tu le sais. Mais actuellement, personne n'a pu avoir d'autorisation pour la consultation. Mais les chercheurs, oui, je crois. Non. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu encore de décision définitive. Ah oui, Parce c'est que. pour ça. Parce que pour le 50 ans, normalement. Parce que oui, c'est ça. Parce que oui. Il y a toujours un pourvoi en cassation qui se balade quelque part. Ouais. Ouais. Donc, du temps que tout n'a pas été tranché, voilà. après ce sera possible. Ouais. Normalement, Mais pour des chercheurs, pas pour le public. Oui, c'est ça. Même, Oui, même après, ils nous disent même après, même après, ils veulent pas. si jamais une des parties, Ah oui, d'accord. truc, etc. Donc, cousin du machin. Donc, Oui, ils sont très tatillons. C'est des procès notamment fait 13 qui en plus charrient un nombre de personnes, Voilà. et donc un nombre d'accusés, Oui, et donc un nombre de possibles recours. Voilà. Là où dans les procès rwandais, il y a un ou deux accusés, après Il suffit le qu'il y en recours en cassation est ait un refusé. qui est, Oui, alors que là, ouais. un cousin qui se. Et encore, pour le procès du Bataclan, il n'y a pas eu d'appel. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, il n'y a pas eu d'appel. C'est C'est vrai. définitif. Hein. Oui, c'est Il faut vrai. distinguer la consultation, qui est très compliquée, voire impossible actuellement, vu ce que tu dis, Ouais. la diffusion qui est en. La diffusion, c'est même pas encore pas la peine de penser. Même pas la peine. Et donc ensuite, la diffusion dans les grands médias. Mais au moins, on l'a filmé. Mais Alors on l'a. qu'en Belgique, on l'a pas. Oui, Ouais, oui, ça, pas en c'est Belgique. Et ça, c'est vraiment dommage. Moi, je suis en train de travailler actuellement sur vous voyez, comme quoi, hein, des années après, sur les procès de la Seconde Guerre mondiale, Barbie, Touvier, Papon. Je visionne les 3 procès qui vont être diffusés là en 2025 sur France Télévisions, apparemment en prime time. Mais c'est maintenant, quoi, 50 ans après, quoi, 30 ans, 40 ans après. On sera plus là, quoi, on sera plus là. Donc voilà, donc c'est dommage d'avoir une telle tardivité dans la capacité qu'a la société civile de s'emparer de ces affaires-là qui font partie de son histoire. Et en plus, c'était très rapide sur les crimes, ce qui est souvent assez. Ah oui. Là, on est à 10 ans. Alors que j'ai pas travaillé dessus, mais tu vas me confirmer que pour le procès espagnol, il était en direct. En direct. Il était en direct sur. Les sur procès Internet. syriens, on peut. Pour ce Syrien, on peut parce que définitif. Lesquels procès Le procès les 3 jours du procès in absentia des Oui, officiers syriens. oui, on y était, mais on peut y accéder. ça a été filmé. On peut y accéder. On peut y accéder à ça. Ouais. Oui, Martine nous a dit c'est bon. Ah. On peut aller les voir. Ouais. Cela, c'est bon. Parce que c'est des procès sans accusés. Sans accusé, oui, c'est ça. Oui, Ça change tout. Bien sûr. Et donc définitif, par définition. Donc il n'y a pas d'enjeu. On peut aller voir les procès syriens. On peut les récupérer. Mais seulement consultation pour chercheurs, c'est vrai. Ça, mais bon, c'est assez large, large comme définition. Si on connaît Martine Sindemavaru, qui travaille aux archives nationales, je précise, responsable département archives audiovisuelles. Procès syrien, on a fait dans les cahiers de la justice, dans le numéro qui va sortir, on a fait un papier sur les procès syriens. Pour contextualiser un peu. On va en parler en plus. On a des séances prévues avec notamment Emma Boltanski, Cécile Boex, et puis un chercheur Stéphane, je ne sais plus comment, qui lui fait une comparaison entre la Belgique, non pas la Belgique, l'Allemagne. Ah oui, parce qu'il y a le procès de Cologne, la France, et puis
La Belgique, peut-être, non? Peut-être aussi. On vous donnera les... peut-être Timothée et puis Magali, je sais pas. Magali, Magali, tu veux commencer puisque tu es plus loin? Non, mais je te laisse commencer, Timothée. Parfait, j'enchaînerai après. Ça marche, merci Magali. Merci beaucoup à vous deux. Bon, je pourrais rebondir sur beaucoup de choses, mais moi, il y a une question moi, qui me paraît très importante et j'ai vu qu'elle était abordée dans le rapport, notamment sur la part ethnographique, qui est celle de, vous l'avez dit, la remise en cause de la circulation de la parole ordinaire, du fait de la grande représentation des parties civiles, le fait qu'il y ait tous ces avocats des parties civiles, qui donc posent des questions après la cour, et donc ça fait une forme de, alors je sais pas si c'est un déséquilibre, mais en tout cas ça charge la barque au niveau des questions et des demandes, et c'était mis en lien dans le rapport, je trouve ça très intéressant, et ça fait lien aussi avec la question de la vérité, c'est la demande de vérité des parties civiles. Et je pose, c'est un plus une remarque qu'une question vraiment construite, mais c'est comment au fond ces procès de terrorisme, ou pas d'ailleurs, ils reflètent une sorte de demande sociale qui est pas seulement, alors qui est sans doute très directement celle des victimes, mais qui est aussi un peu plus large quand on voit la médiatisation, quand on voit Le Monde ou même Emmanuel Carrère, enfin tous ces gens qui ont suivi les procès, cette sorte de demande sociale de vérité sur le mal, entre guillemets, sur les attentats, sur ce qui s'est produit. Et tout à l'heure, on parlait de la question, voilà, le traumatisme vicariant de tous les acteurs qui sont rendus sur le terrain après, mais aussi le fait que dans le cas des attentats, des attentats et des procès des attentats, il y avait aussi cette communauté au sens plus large, presque française, même parisienne, de le 13 novembre, bien sûr, je me souviens où j'étais là, je l'ai appris, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, et le fait qu'il y ait toute une partie de la société qui se sente concernée par le procès, et comment ça, au final, ça avait tendance sur la scène judiciaire à redéfinir un peu cette vérité recherchée, peut-être en parallèle, je ne sais pas trop, de la recherche de la cour, de la démonstration du parquet, mais le fait qu'il y avait une vérité recherchée autre que simplement celle de la décision pénale au fond. Moi, il n'y a pas trop de l'impact. En tout cas, pour la circulation de la parole, je peux en dire un mot, parce que ça a été déjà remis en question avec le procès Charlie. Vous savez, quand vous avez un témoin, donc il dépose, il fait sa déposition, il témoigne, et ensuite les questions, le président en premier, ensuite la partie civile, le procureur, le ministère public, l'avocat général, et en dernier la défense. Et donc on s'est aperçu que, si vous voulez, il y a eu tellement de questions provenant des parties civiles au cours des heures. Donc la défense arrivait pour poser sa question, les témoins étaient anéantis et ils ne répondaient plus parce qu'ils étaient même épuisés. Essorés par toutes les questions. Voilà. Donc il y a des avocats qui... et ça, c'est dans le code de procédure pénale, on ne peut pas changer comme ça. C'est vraiment les tours de parole qui sont... Mais donc il y a des avocats de la défense qu'on avait interrogés et donc qui ont été voir le président en disant écoutez, c'est pas possible, il faudrait vraiment trouver un autre... Donc ils ont mis en place une autre organisation, c'est-à-dire que la personne, le témoin, par lequel, le témoin, si le témoin était cité par la défense, et ben c'était la partie qui avait cité le témoin qui commençait. Voilà. Et ça a été acquis. Donc ça veut dire que la défense, pour le coup, avait cité la femme d'un accusé. Donc elle interrogeait en premier, ce qui fait qu'elle avait la primeur déjà. Et puis, mais ça s'est fait vraiment à la fin de Charlie, du procès Charlie, et ça a été instauré, pour ainsi dire, au procès du 13 novembre, ça a été clairement. Donc après, ça s'est quand même bien passé. Et c'est vrai que la construction de la vérité n'est sans doute pas la même selon ces circulations de parole. Et si je peux juste terminer sur la Belgique, parce que là, c'est très frappant, pour vous montrer la Belgique. Donc en France, vous avez un témoin, les questions, et on passe à un autre témoin. Voilà. Donc le témoin, alors quand je parle de témoin, ça peut être un témoin de personnalité, quelqu'un de proche, ça peut être un enquêteur ou un expert. C'est quand même... Et donc en Belgique, ça a été quand même assez différent parce que comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est plutôt le juge d'instruction, en l'occurrence il y en avait 3 dans ce dossier, qui devient le chef d'orchestre. Et c'est le juge d'instruction qui passe la parole, du coup. Il passe la parole aux enquêteurs.
Mais concernant... La présidente donne la main. Oui, elle est quand même en retrait. Elle est quand même plus en retrait, mais elle est là, mais elle est quand même en retrait. Et alors, concernant... Alors, les enquêteurs se sont présentés avec les tableaux, avec tout ce que je vous disais, les images, beaucoup d'images, etc. Mais concernant les questions, la présidente, là, pour le coup, avait décidé que toutes les questions des parties, alors, voilà, quand je dis les parties, donc pas elle pouvait poser des questions et les jurés aussi, mais concernant les avocats, le ministère public, les parties civiles et la défense devaient poser leurs questions à la fin de tous les témoignages. Ce qui veut dire qu'on a dû attendre 40, ça a duré 40 et quelques jours, j'avais compté, c'est dans le rapport, pour qu'on ait des questions des parties, mais en plus, qui venaient, il y a eu des incidents d'audience, parce qu'en plus, les questions portaient sur des choses qu'on avait entendues 40 jours plus tôt. Donc, il fallait contextualiser, recontextualiser, alors que nous, ça enlevait une forme de spontanéité, vous voyez, dans la... Voilà. Et finalement, ça a été... Donc ça, en termes de... C'est important, cette circulation, parce que forcément que... en plus que là, on avait des jurés, donc on pouvait dire qu'ils avaient une autre perception, et une perception plus à charge, du coup, durant ces 40 jours d'audience. Il n'y a pas un avocat qui, à un moment donné, a fait une objection. Oui, il y a eu un incident d'audience, c'est ce que je dis. Oui, mais il a nuancé ce schéma, non? Il n'a pas réussi à le bouger? Non, il voulait. Il voulait au moins sur des thèmes qui étaient abordés au moins toutes les semaines ou tous les 10 jours. Il voulait au moins au bout d'une semaine avoir une question. Voilà. Pour, Non, mais on a dû attendre. Et après on a eu une semaine de questions. Mais c'est vrai que finalement, c'était moins... c'est pas terrible. Ça perd en spontanéité. Oui. Et c'est vrai. Et ça, sur l'impression que ça donne sur les jurés, puisque eux, ils partent avec ça quand même. Hein. En fait, oui, ce que disaient les avocats, c'est que les jurés entendent ce que les policiers disent, sans objection, sans discussion. Oui. Donc c'est une sorte de vérité policière qui est livrée clé en main pendant 40 jours. Oui. Donc au bout d'un moment, c'est compliqué de remonter la pente. Plutôt à charge, non pas qu'ils soient vraiment à charge, mais disons que les éléments qu'on avait les éléments sont quand même... Mais on ne pouvait pas nuancer. D'accord. Alors simplement pour compléter, moi ce que j'observe, c'est que la vérité change de sens. Dans un schéma classique, la vérité, elle est produite par la preuve. Et tout le débat, c'est autour de quelle preuve va permettre de démontrer la culpabilité de telle ou telle personne qui a commis un acte criminel. Là, ce n'est pas du tout le cas. Non. Là, c'est quand même les victimes qui déterminent la vérité qu'elles veulent entendre. Il était évident que dans ces cas-là, les crimes étaient publics, connus, archi revendiqués par Daesh, par les accusés, etc. Donc la preuve était établie, soit ils étaient morts, en l'occurrence, par les enquêtes et par leurs propres aveux. Donc voilà, donc simplement, quand je dis que la vérité change de sens, je dis simplement que la question du comment et du pourquoi était centrale pour les victimes. C'est-à-dire que la question du comment est venue tout le temps du côté des parties civiles. Alors, une des questions majeures, c'était comment est mort mon compagnon, mon fils, ma fille au Bataclan. Alors, il y a eu souvent des moments où, effectivement, ils ont eu des témoignages de survivants du Bataclan qui ont assisté à des scènes d'agonie, qui ont expliqué un certain nombre de choses. Et puis d'autres intervenants ont pu l'expliquer. On a eu une scène extrêmement importante au procès de Nice sur les autopsies. L'accès aux autopsies, l'identification des corps à l'Institut médico-légal, enfin, c'est le comment. Et le comment, pour une partie civile, c'est bien plus important qu'une vérité limitée à une preuve. Mais le comment, c'est compliqué pour la justice d'y aller. Parce que le comment, c'est comment vous pouvez, comme ça, décider d'une autopsie de ma fille sans m'en avertir. Vous pouvez séquestrer son corps pendant plusieurs jours sans que je sois au courant. Vous pouvez prélever des organes de son corps sans me les restituer, etc., etc.
Et ça c'est une question que seuls des participants peuvent poser et qui ont été assez centrales dans le débat. Et puis, il y a aussi le comment, le pourquoi, alors qui était assez central dans le procès des Syriens aussi, dans les victimes torturées en Syrie. Pourquoi j'ai été arrêté, etc. C'était dit très clairement. Mais là, le pourquoi, c'est en gros comment et pourquoi est-ce que je peux comprendre, ça a été aussi repéré à d'autres moments, moi qui vis dans un monde stable, je dirais civilisé, avec mes représentations, ma mémoire, mon schéma mental, mes habitudes, etc., comment je peux me représenter ceux qui disent qu'ils veulent tuer des mécréants? Dans quel schéma ils sont, eux, pour en arriver là? Moi, je ne peux pas imaginer ce qu'eux ont vécu pour en arriver là. Alors, le récit policier a donné des clés. Montrer comment ces djihadistes étaient initiés à la violence. Tous ont eu un rituel d'initiation avant les attentats où il fallait qu'ils décapitent un certain nombre de soldats syriens sur site pour prouver leur bravoure. Tout ça a été filmé, évidemment, cérémonieusement orchestré, etc., etc. Donc, ils avaient démontré leur certificat de cruauté avant la sélection pour faire partie du commando qui allait officier au Bataclan. Donc, on pouvait avoir des éléments de compréhension. Mais il fallait comprendre ce gap, je dirais, cognitif entre ce que nous sommes et ce que eux sont. Là, je pense qu'il y a eu quelques éléments d'explication. Mais ça a été vraiment décisif. Vas-y. Oui. En termes de preuves, moi, je trouve qu'il y a quand même, là c'est un point de vue des parties civiles, oui. Mais du point de vue des accusés, je trouve que quand même l'audience a été vraiment un moment, je parle de l'audience parisienne là, oui. Notamment pour l'accusé de Salah Beslan, qui n'avait pas parlé, oui, il n'avait pas parlé pendant les 6 ans d'instruction. Et il a parlé là à l'audience. Donc si vous voulez, là, du coup, à l'audience, on essayait, c'est la première fois qu'il parlait quand même, donc ce qui est rarissime. On a toujours quand même des interrogatoires avant, etc. Il n'y avait même pas eu d'expertise psychiatrique qui est obligatoire, qui avait été faite puisqu'il avait refusé. Elle a été faite pendant le procès, finalement. Et donc, et là, la preuve quand même était centrale parce que il nous disait, quand il s'est mis à parler, il nous a dit, voilà, moi, j'ai accompagné mon frère. Ensuite, j'ai été dans un café, j'avais le gilet, mais j'ai décidé au dernier moment de ne pas me faire exploser. Et là, il y a eu toute une discussion de savoir est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il ment ou pas, est-ce que le gilet était finalement défectueux parce qu'il y a eu des expertises, alors il aurait été défectueux, donc s'il était défectueux, il aurait pu très bien tirer et puis ça n'a pas explosé. Donc on n'a pas quand même le fin mot de l'histoire, mais là c'était quand même central dans la preuve de savoir cet accusé qui n'avait jamais parlé, qui se livrait pour la première fois, est-ce que son récit était vrai ou pas? Et est-ce qu'effectivement ce gilet dysfonctionnait ou pas? Donc quand même, il y a des éléments de preuve qu'on discute. Avocats, le parquet lui a dit, oui, mais il est un fait que vous avez accompagné au Stade de France 3 bombes humaines. Oui, ça d'accord. Ça c'était lui, flagrant. Lui, est-ce qu'il sait? Alors voilà, c'était trop tard quelque part. C'était trop tard de le dire là. Tout le monde a dit bon, on aurait pu. Une stratégie de défense. Peut-être. Je sais pas, mais il y a quand même. Donner la parole au public là, parce on a Magali. Magali, et puis vous préparez vos questions si vous en avez. Réfléchissez. On t'entend pas, Magali. Il faut. Ouais. Oui, je disais, pardon, j'avais laissé mon micro coupé. Effectivement, je veux bien aussi laisser la parole aux étudiants et aux personnes qui sont présentes, même si je les vois pas. Peut-être j'avais 2 petites remarques. La première, c'était justement sur la question de l'engouement et de l'intérêt de la société civile. Et Denis parlait tout à l'heure justement de la question de la Centrafrique. Et c'est vrai qu'après, moi, je suis assez stupéfaite au contraire quand même, parce que bon, Détresse a quand même parlé à énormément de gens, mais c'est vrai que dans des pays où on dénonce souvent
l'absence de confiance dans la justice et le fait que la justice formelle finalement est réputée n'avoir pas de sens en fait pour les populations concernées. Finalement, il y a un rapport presque plus populaire à la justice, c'est-à-dire que vraiment on écoute les procès. Alors c'est vrai pour les procès de la CPS, mais c'est vrai aussi pour les procès quand il y a la session criminelle à Bangui ou ailleurs. Ça vraiment tout le monde suit à la radio. Je me rappelle même d'avoir entendu la lecture à la radio d'une décision de la Cour constitutionnelle sur l'éligibilité à la dernière élection présidentielle qui a été suivie aussi massivement. Donc il y a vraiment comme un décalage en fait entre la confiance dans la justice et l'intérêt qu'elle suscite, même si là c'était évidemment des procès avec un retentissement différent. On le voit aussi aujourd'hui avec l'affaire Pénicaud qui quand même soulève un intérêt particulièrement fort et dont on espère qu'il va avoir un impact aussi grand que le procès d'Aix-en-Provence après sur la manière de considérer les violences sexuelles. Donc c'était un peu votre impression aussi sur cet aspect populaire ou pas de la justice, et est-ce que vous aviez vraiment une impression que ces procès hors normes avaient modifier ou changer la perception de la justice ou au moins l'attrait de la population? La deuxième question, justement, elle portait sur la question de l'absence, on va dire, de certains protagonistes absolument essentiels qui pour cause de décès, et comment cette absence elle pèse aussi dans le procès, ou comment elle est gérée, ou quelle est aussi la part moi j'imagine de frustration des victimes ou de leur famille, que des acteurs principaux ne soient pas pour cause présents. Et peut-être la troisième question, c'était aussi une question du sens. Vous évoquiez tout à l'heure l'idée de presque d'un dialogue entre victimes et familles des victimes ou victimes indirectes, par exemple, pour avoir des informations sur la manière dont certaines personnes avaient pu décéder lors de l'attentat du Bataclan, par exemple. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est le lieu, en fait? Alors, je trouve ça très bien qu'il y ait un dialogue, qui puisse s'établir, et que le droit à la vérité, c'est un pilier de la justice transitionnelle. Donc, c'est pas moi qui en dénierai l'importance. Mais est-ce que justement, il faudrait pas aussi inventer d'autres cadres, d'autres lieux pour ce type de choses, ou est-ce que ça a vraiment un rapport avec la culpabilité aussi des personnes qui sont en train d'être jugées? Voilà, donc c'était 3 petites questions rapides pour laisser la parole à la salle. Et merci beaucoup pour les interventions très intéressantes. Merci Magali. 3 réponses brèves. Oui, la dernière sur les lieux, il est évident que le lieu pénal n'est pas un lieu propice à l'expansion des sentiments et des émotions de réconciliation, mais il y a d'autres lieux. J'évoquais tout à l'heure la capacité qu'ont eu certaines victimes de rencontrer en détention dans des cercles restauratifs ou des rencontres restauratives des auteurs, ce qui prouve bien que les autres lieux existent, mais il faut encore les solliciter, les créer avec des associations, avec des moyens, etc. Donc, oui, les lieux existent, mais il faut qu'ils se développent. Les auteurs des exactions, en fait. Si, c'est les auteurs directs. Georges Chaline, qui a perdu sa fille au Bataclan, est un des promoteurs de ce genre de choses. En Belgique, c'est pareil. Il voit actuellement en détention deux des accusés condamnés au Bataclan et à Paris, en Belgique. Il me semblait que c'était une exception, qu'on pouvait rencontrer des auteurs de crimes similaires à ceux... Il y a ça. Il y a la rencontre avec des victimes ou des auteurs indirects, mais il y a aussi les victimes directes. Et ça se fait de plus en plus. Des auteurs directs et des victimes directes. Ça se fait il faut des volontaires, il faut des conditions particulières, il faut un facilitateur, il faut un protocole, mais ça se fait apparemment de plus en plus. D'après les échos que j'ai, c'est quelque chose qui se fait. Deuxième question, première question, ça mériterait vraiment un travail presque de thèse. Comment une société civile s'empare de sa justice, quoi. Les sociétés africaines, Magali a raison, moi j'ai assisté à la restitution des dernières décisions
de la Cour pénale spéciale de Bangui dans un colloque qu'on a organisé à l'Alliance française de Bangui, eh bien, un succès énorme. C'est-à-dire que non seulement la radio et les images ont donné accès aux audiences en direct, mais on est les victimes, des porte-parole des victimes, on est allé les chercher dans les villages environnants. Olivier Beauvalet, que connaît bien Magali, a officié, a fait en sorte que des victimes viennent, des traducteurs, ils ont eu la parole, ils ont été un indice de satisfaction énorme, énorme. Et pourquoi? Parce que précisément, on a créé des outils leur permettant de s'approprier les audiences. Et on les a fait venir, on les a accompagnés, on les a préparés au témoignage. Donc un énorme travail de rapprochement entre la cour et son rituel très formel et ces victimes. Olivier me disait, ils ne savent même pas entrer dans une pièce comme la nôtre et allumer sur un interrupteur. Il faut leur apprendre des gestes les plus ordinaires qui, pour nous, sont banaux, qui ne maîtrisent pas eux-mêmes. Donc c'est vraiment un énorme travail qui est fait et que nous devrions faire, nous, davantage. C'est vrai que pour le public, c'est un peu décevant parce que après le procès, vraiment, ces grands procès ont vraiment été pensés essentiellement pour les parties civiles. Ils sont tellement en grand nombre et on le voit au niveau des salles, hein, il y avait, j'ai plus en tête le nom, je crois qu'il y avait une dizaine de salles en tout, et puis une petite salle pour le public. Bon, en même temps, il n'y avait pas tellement plus de monde que ça. Donc c'est vrai qu'on peut s'interroger sur l'intérêt du public à ces procès, hein, parce que finalement, ils n'ont qu'une restitution par les médias qui est faussée. Enfin, qui est faussée, qui existe, qui est bonne, je veux dire. Oui. Quand je dis faussée, je veux dire leur prisme. Voilà, c'est-à-dire si vraiment ce que je disais tout à l'heure, il faut vraiment assister à l'audience pour percevoir tout ce qu'on a perçu, quoi. Donc, mais c'est vrai que c'est pas pensé pour le public. Et le public s'intéresse pas plus à ces. Alors qu'à Bangui, le public était là. C'est vrai. Était là. Et troisième question de Magali. Oui, ouais. Tu voulais compléter? Non, la dernière, c'était est-ce qu'ils ne sont pas frustrés parce que forcément, il n'y a pas les. Oui, ils ne sont pas là. Déjà, avec la Fermera, ça a été la première. On n'avait pas le vrai. Enfin, on n'avait pas le frère. On avait le frère. Là aussi, alors on s'accroche à ce qu'on a, c'est-à-dire que là, on s'accroche. Il y avait aussi un frère, Oussama Attar, c'est lui qui a organisé tout ça depuis la Syrie. Il y avait son frère qui était. Je suis pas. Je suis le frère, je suis pas. Et puis, la copie conforme. On s'accroche. On a quand même des gens, des logisticiens. Je pense qu'on s'accroche avec ce qu'on a, hein, mais il y a quand même de la matière. Même si on n'a pas effectivement vraiment. On avait des audios, par exemple, de l'Ashraoui qui étaient. On a eu des audios, les derniers, c'était à Paris ou à. Mais la Cour a pu quand même, dans tous ces cas-là, établir une hiérarchie des peines entre les directeurs des opérations, les opérationnels et les logisticiens. Ils ont pu quand même établir une hiérarchie des peines qui a rétabli, mais inconsciemment quand même, Abdeslam, qui n'est pas un grand, qui par rapport à d'autres procès qu'on a connus, qui est une petite main finalement, mais il a été tellement... parce que c'est le seul qui restait de la scène. Oui, c'était le seul, donc c'était celui qu'on avait sous la main, quoi. Par contre, alors, on compense avec les parents parfois. Il y a les témoignages, on fait appel aux parents, l'Ashraoui par exemple, et donc on essaie par le témoignage des parents, de saisir, de sentir d'où viennent ces garçons, quel était leur parcours et comment ils en sont arrivés là.